Il y a un peu plus de 6 mois, Jean-Michel Aulas brisait la glace et excitait les supporters lyonnais avec cette déclaration. On a probablement les meilleures infrastructures de France, le meilleur centre de formation du pays, et donc on va essayer de passer à la troisième étape de la fusée OL. Il y aura un grand entraîneur. Nous sommes aujourd'hui fin novembre et enfoncés dans une crise sportive, l'Olympique lyonnais a mis fin aux fonctions du débutant Silvinho et a remplacé le coach brésilien par Rudy Garcia. À l'arrivée de Rudy Garcia à l'Olympique lyonnais, j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour évoquer selon moi quelles étaient les raisons pour lesquelles l'Olympique lyonnais avait choisi Rudy Garcia. Mais je n'avais pas donné véritablement mon avis sur ce choix-là, j'avais essayé d'être objectif et d'essayer d'analyser quelles étaient pour moi les raisons de ce choix, mais dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi, selon moi, l'arrivée de Rudy Garcia à l'Olympique lyonnais marque d'ores et déjà la fin d'un espoir de révolution sportive à l'Olympique lyonnais et ce fameux troisième étage de la fusée OL. Et pour commencer, pour bien comprendre la problématique de l'arrivée de Rudy Garcia à l'Olympique lyonnais, c'est à l'Olympique lyonnais de façon globale et à Jean-Michel Aulas en particulier qu'il faut s'intéresser pour comprendre à quel point cette arrivée-là, ce choix-là, il est problématique. Alors pourquoi se focaliser sur Jean-Michel Aulas? C'est très simple, parce que en s'intéressant au parcours de Jean-Michel Aulas, on s'intéresse de façon plus globale au développement de l'Olympique lyonnais, parce que ça fait maintenant 30 ans que Jean-Michel Aulas, il est à la tête de l'Olympique lyonnais, plus de 30 ans même, et ce qu'on a pu voir, c'est que Jean-Michel Aulas, à partir du moment où il est arrivé aux fonctions de président de l'Olympique lyonnais jusqu'au top niveau de l'Olympique lyonnais entre 2000 et 2010, ce qu'on peut remarquer, c'est que Jean-Michel Aulas a été un président en avance sur son temps pendant près de 2 décennies. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment où Jean-Michel Aulas arrive à la tête de l'Olympique lyonnais est un club de 2e division et en 20 ans, Jean-Michel Aulas va transformer ce club de 2e division en roi incontesté du football national en France. Parce que pour comprendre comment l'Olympique lyonnais a eu ce développement ultra rapide, il faut bien comprendre que Jean-Michel Aulas, il a eu une vision très innovante et très avant-gardiste par rapport à l'époque et par rapport au football français au moment où il arrive. Et du coup, pour permettre ce développement-là, Jean-Michel Aulas, il a eu une vision très très large, à savoir qu'il a développé l'Olympique lyonnais sur le plan local avec d'énormes moyens à la formation. Il a développé l'Olympique lyonnais sur le plan national à partir du moment où il y avait une grosse pépite en Ligue 1. Jean-Michel Aulas faisait le maximum pour aller la chercher. Et il a aussi développé l'Olympique lyonnais sur le plan international, notamment en développant la filière au Brésil ou en allant même chercher des pépites un peu partout en Europe. Et pour l'époque, c'était très rare d'avoir des clubs en Ligue 1 qui aient une vision sportive aussi large, aussi aboutie. On pouvait avoir des clubs qui se focalisent sur la formation, comme ça a pu être le cas notamment du FC Nantes. On a eu aussi des clubs qui ont essayé de beaucoup recruter au Brésil, ça a été le cas avec le Paris Saint-Germain, ça a été le cas aussi avec les Girondins de Bordeaux. On a eu aussi des clubs qui ont essayé de recruter surtout francophones, surtout en Ligue 1, mais là où Jean-Michel Aulas il a été en avance sur les autres, c'est que lui il a essayé de combiner tous ces facteurs-là pour avoir un développement le plus large possible et surtout pour être moins dépendant d'un seul aspect, d'un seul volet sportif. Et du coup, en associant tous ces volets sportifs, que ce soit le volet local, le volet national et le volet international, ça a permis à l'Olympique lyonnais d'avoir ce développement-là ultra rapide, même si évidemment il a été conditionné par la réussite de ces volets-là, parce que forcément quand tu formes des Karim Benzema, quand tu formes des Sidney Govou, quand tu vas recruter des Juninho, des Chris, que tu vas recruter aussi en Europe, des joueurs comme Amadou Diarra ou Thiago, forcément ça permet à ton club d'évoluer ultra rapidement. Et donc avec cette vision sportive, avec ce management, Jean-Michel Aulas il a pu creuser un fossé avec ses concurrents en Ligue 1 et même se rapprocher du très haut niveau européen. Mais pour moi, il y a 2 années charnières dans le développement de l'Olympique lyonnais. La première année, c'est 2007. Pourquoi 2007? Parce qu'en 2007, Jean-Michel Aulas décide de faire rentrer l'Olympique lyonnais en bourse et surtout, c'est le début du fameux projet Grand Stade à Lyon. L'idée, c'est pas du tout de critiquer ces 2 ambitions-là de Jean-Michel Aulas parce qu'elles étaient nécessaires sur le plan économique pour continuer à développer l'Olympique lyonnais et pour que l'Olympique lyonnais puisse vraiment rivaliser avec les plus grands clubs européens, parce que même en ayant eu ce super développement, même en ayant ces super résultats-là, c'était beaucoup trop compliqué pour l'Olympique lyonnais de pouvoir vraiment prétendre à rivaliser avec les plus grands clubs européens. Donc ces projets-là, ils étaient nécessaires parce que c'était par des projets comme ceci que tu pourrais développer les finances de l'Olympique lyonnais et ainsi être plus compétitif. Et le problème, c'est qu'on note qu'à partir de 2007, il y a un déclin sportif de l'Olympique lyonnais qui s'enclenche parce que d'une part, les vieilles recettes qui faisaient le succès de l'Olympique lyonnais ne fonctionnent plus comme avant. Malheureusement, quand tu investis beaucoup d'argent sur le projet Grand Stade, tu as moins d'argent à investir sur le marché des transferts et en plus, quand tu investis cet argent-là, c'est un argent qui n'est pas rentabilisé, que ce soit avec Michel Bastos, que ce soit
soit avec Kader Keita ou que ce soit avec Ederson. Donc forcément, c'est des échecs qui sportivement et économiquement pèsent très lourd sur le développement de l'Olympique Lyonnais. Et avec ces erreurs-là, tu as un déclin sportif qui commence à s'annoncer du côté de Lyon. Et la deuxième année charnière, pour moi, c'est 2009. Alors pourquoi 2009? C'est très simple. Alors d'une part parce que Lyon perd définitivement le trône de Ligue 1 au profit de Bordeaux, mais surtout parce que pour moi, 2009 au niveau du football global, c'est une année très importante parce que c'est l'année du Barça de Pep. Et je dis pas ça pour louer personnellement Pep ou ce Barça-là, mais parce que pour moi, cette saison-là, cette année-là, elle marque pour moi un changement dans la vision qu'on peut avoir du football parce qu'on se rend compte qu'avec Pep au Barça, avec le jeu qui est produit par ce Barça-là, on se rend compte que peut-être dans un club, la personne la plus importante, c'est pas les joueurs, c'est pas le président, mais c'est sûrement le coach parce que c'est lui au final qui va combiner tous les éléments d'un club pour en faire tout le plus cohérent possible et le plus compétitif possible. Parce que quand Pep arrive au Barça, il y a des choix forts et il y a surtout une vraie philosophie de jeu. Et c'est pour ça qu'en un an, Pep transforme cette équipe. Alors évidemment, il avait des joueurs exceptionnels à sa disposition, mais c'est plutôt la vision d'ensemble qui est intéressante, c'est de voir comment un coach peut réussir à transformer une équipe à partir d'idées et à partir de choix forts. Et pour moi, c'est vraiment un changement capital dans la façon de voir le football parce qu'il n'est pas question de dire qu'avant Pep Guardiola, il n'y avait pas de très grands coachs parce qu'il y avait de très grands coachs, mais qu'au niveau de la vision de ce sport, pour moi, c'est quelque chose qui a évolué. Et ce que je regrette, c'est qu'à partir de 2009, à partir de ces années-là, le début des années 2010, Jean-Michel Aulas n'ait pas su s'actualiser à ce changement qui est pour moi radical. Surtout que, comme je l'ai dit, l'Olympique Lyonnais, ils ont commencé à avoir un déclin sportif, ils ont commencé à avoir qualitativement de beaucoup moins bons joueurs que lors de leur hégémonie. Et pour moi, ce changement-là, il aurait pu être mis en place par Jean-Michel Aulas parce que, comme je l'ai dit, c'est un président qui a toujours été en avance sur son temps et qui a toujours été très innovant dans sa vision de voir les choses. Malheureusement, Jean-Michel Aulas, il a continué à recycler ses idées et notamment recycler les coachs français. Alors forcément, quand il y a un peu plus de 6 mois, Jean-Michel Aulas annonce une révolution sportive, annonce un coach étranger, un grand coach, annonce qu'il va laisser les clés du sportif à Juninho, on est forcé de tomber dans un certain enthousiasme parce qu'on se dit Jean-Michel Aulas s'actualise aux nouvelles problématiques du football. Jean-Michel Aulas est conscient qu'il n'a peut-être plus l'œil le plus neuf possible pour son club et décide de déléguer à quelqu'un qui est plus jeune, à quelqu'un qui aura sûrement une vision plus actualisée de ce sport. Donc forcément, c'est normal que les supporters lyonnais et même le grand public tombent dans un optimisme parce que sur le papier, la décision de Jean-Michel Aulas, elle est raisonnée et elle est très juste. Le problème, c'est que malheureusement, Jean-Michel Aulas donne les clés à la mauvaise personne et que les premiers choix de Juninho ils se révèlent catastrophiques. L'arrivée de Silvinho est un fiasco à l'Olympique Lyonnais. Les recrues en termes de joueurs sont quand même très compliquées, voire problématiques, que ce soit des joueurs comme Jean Lucas, que ce soit Thiago Mendes qui a un rendement très insuffisant, ou même Andersen. Donc forcément, ça fait beaucoup sur le plan sportif qui mettent en péril la saison de l'Olympique Lyonnais. La situation sportive de l'Olympique Lyonnais est compliquée, tu es très mal classé en Ligue 1 et tu as quand même cette qualification 8e de finale de Ligue des Champions à aller chercher. Donc cette décision de virer Silvinho, de mettre fin à l'aventure de Silvinho, elle est relativement logique, sachant qu'en plus qu'au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau de la dynamique, il n'y avait rien qui pouvait te laisser espérer que ça aille mieux dans le futur. Et c'est là que réside le vrai intérêt de la politique sportive lyonnaise, parce que quand tu dégages Silvinho, l'idée n'est pas de remettre en cause le départ de Silvinho, mais quand tu dégages Silvinho, tu as deux options. La première option, c'est de se dire on a des objectifs à court terme en Ligue 1, il faut qu'on remonte au classement, il faut qu'on puisse assurer une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions et du coup il faut qu'on puisse trouver un coach qui sur du court terme a le plus de garanties au niveau sportif pour l'Olympique Lyonnais. Ça c'est le premier point, la première option. Et tu as la deuxième option, c'est de se dire d'accord, Silvinho c'est un énorme échec, mais Silvinho c'est juste un pion dans une politique globale beaucoup plus importante, dans une révolution sportive, dans un plan qui est quand même du moyen terme, qui est du long terme. Donc c'est de digérer l'échec de Silvinho mais de ne pas entériner un projet. Évidemment, c'est la première option qui a été choisie avec Rudy Garcia, un coach qui connaît bien la Ligue 1, un coach francophone et un coach qui a pas mal d'acquis au niveau d'expérience en Ligue 1. Et c'est ça qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est de vendre un projet aux supporters lyonnais, de vendre un projet de moyen terme, un projet de long terme, un projet de révolution sportive, donc quelque chose qui va vraiment être mis en place sur des années et au bout de 6 mois, parce que tu as un mauvais choix de coach, parce que tu as un échec, remettre en cause tout ce projet-là. Car oui, Rudy Garcia fera sûrement remonter Lyon au classement en Ligue 1 parce que c'est pas compliqué quand tu as cette qualité d'effectif par rapport à la concurrence et quand tu as un championnat qui est nivelé vers le bas.
Tu vas peut-être aussi avoir une qualification en huitième de finale, même si ça s'annonce plus compliqué que prévu parce que tu as la chance d'être tombé dans un groupe qui est peut-être le plus faible de la compétition. Mais quelle est la finalité derrière tout ça? Parce qu'au final, Rudy Garcia n'est que la continuité de ce que fait l'Olympique Lyonnais depuis maintenant 10 ans. Prendre un coach dont on connaît les qualités, certes, mais dont on connaît d'ores et déjà les limites. Car malgré les discours de façade censés rassurer les supporters lyonnais, comme quoi Rudy Garcia serait un coach offensif, que Rudy Garcia serait un coach technique, on sait très bien que c'est faux. Et d'ailleurs, on le voit d'ores et déjà maintenant sur son début de mandat à l'Olympique Lyonnais, parce qu'un coach qui est offensif, un coach qui est technique, je ne pense pas qu'il ait l'idée de mettre en place un double pivot de Nayer-Toussard pour un match de Ligue des Champions. Mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Parce que qui est Rudy Garcia? Rudy Garcia, c'est très simple, que ce soit à Lille, que ce soit à Marseille, que ce soit à la Roma, c'est avant tout un coach qui tire le maximum possible de ses individualités pour guider une équipe vers un résultat final. Ce sont la qualité et le niveau brut de ses individualités qui vont façonner le visage de son équipe. C'est pourquoi dans les mémoires collectives, son LOSC a une image très offensive, parce que ce LOSC-là, il était porté par des individualités comme Gervinho, comme Moussa Sow, comme Eden Hazard. C'était trois individualités sur le front de l'attaque qui étaient en feu et qui du coup ont transformé l'image, qui ont transformé la physionomie de son équipe. Et forcément, dans un championnat comme la Ligue 1, quand tu as des individualités comme Gervinho, comme Moussa Sow ou comme Eden Hazard, tu mets beaucoup de buts. Mais c'est pas du tout représentatif de la philosophie de jeu de Rudy Garcia. Pour moi, miser sur Rudy Garcia en 2019, c'est avoir l'assurance d'être perdant à la fin. Garcia a signé jusqu'en 2021 et que se passera-t-il si en janvier 2021, on se rend compte que les 14 premiers mois de Rudy Garcia, ils ont été positifs? Est-ce qu'on fait comme à la Roma? Est-ce qu'on fait comme à Marseille? Où on prolonge Rudy Garcia en attendant que ça tourne mal? Et si Rudy Garcia échoue directement à l'Olympique Lyonnais, si Rudy Garcia n'arrive pas à redresser la barre, qu'aura-t-on gagné à l'Olympique Lyonnais à céder à la précipitation en ayant choisi Rudy Garcia au cours de l'automne pour redresser la barre? Dans ce championnat-là, nivelé par le bas, où on voit que les plus grosses écuries ont du mal à aligner plusieurs bonnes performances d'affilée, Lyon avait-il tant intérêt que ça à céder à la panique en choisissant le premier coach venu? Lyon avait-il tant que ça à perdre à attendre la trêve hivernale et voir comment la situation sportive et contractuelle d'un Lucien Favre ou d'un Marcelo Gallardo allait évoluer? Lyon avait-il tant que ça à perdre en ne cédant pas à la précipitation dans un championnat où aligner 3 victoires d'affilée te fait gagner 10 places? Ce que je regrette, c'est avoir condamné un projet long terme pour une vision court-termiste en raison d'un seul échec. Car ne nous y trompons pas, Rudy Garcia n'est pas un coach offensif, Rudy Garcia n'est pas un bâtisseur, Rudy Garcia n'est pas un coach sur lequel on peut démarrer un projet sportif, Rudy Garcia n'est pas un coach qui va laisser des fondations à un successeur. Rudy Garcia est un coach français, Rudy Garcia est un pragmatique, Rudy Garcia est un coach qui va essayer de tirer un maximum de ses meilleures individualités pour guider l'équipe vers les meilleurs résultats possibles. Mais est-ce que c'est avec ce type de coach, est-ce que c'est avec ce type de profil-là qu'on passe une étape dans un développement sportif? Est-ce que c'est avec ce profil de coach-là qu'on passe au 3e étage d'une fusée olympique lyonnais? Et ce qui est encore plus navrant, c'est que ce genre de décisions, elles viennent d'un homme qui a construit le développement de son club à travers la prise de risque, à travers l'innovation. Et que quand on voit Jean-Michel Aulas aujourd'hui, on a l'impression que le président d'un club sportif ambitieux et innovant d'autrefois, il est surtout devenu un bon petit chef d'entreprise qui est avant tout focalisé sur la pérennité financière de son club plus que par le développement sportif de ce dernier. Et pour moi, l'échec de l'Olympique Lyonnais sur les 10 dernières années, c'est l'échec d'un homme qui n'a plus la créativité, qui n'a plus l'ingéniosité nécessaire pour relancer sportivement son club. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, selon moi, le choix de Rudy Garcia, c'était un choix catastrophique, en essayant de voir les responsabilités de chacun, que ce soit les lacunes de Juninho au poste de directeur sportif, mais surtout le rôle majeur de Jean-Michel Aulas dans le déclin sportif de l'Olympique Lyonnais sur la dernière décennie. Alors c'est vrai que c'est peut-être une vision qui paraît difficile, qui paraît dure, qui paraît critique, mais pour moi c'est vraiment très intéressant de voir que le développement de l'Olympique Lyonnais et le déclin de l'Olympique Lyonnais, il est illustré, il est personnifié par Jean-Michel Aulas, à savoir un président qui a été en avance sur son temps, mais qui a aujourd'hui, maintenant depuis de nombreuses années, n'a plus la vision assez neuve pour pouvoir réenclencher le développement de l'Olympique Lyonnais. Donc n'hésitez pas à dire selon vous quel est votre avis dans les commentaires sur le choix de Rudy Garcia, sur la trajectoire de l'Olympique Lyonnais depuis maintenant une décennie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas.